Bonsoir et merci d'être avec nous sur LCI. Nous sommes avec Antoine Arjakovski, l'un des auteurs du livre noir de Vladimir Poutine qui paraît chez Robert Laffont, historien spécialiste des relations entre la Russie et l'Ukraine. L'homme qu'il faut pour commenter les événements du jour. D'abord cette visite surprise anglaise à Kiev et l'événement est très important, sachant la force du lien entre Londres et Kiev. Londres, l'acteur le plus combatif du camp occidental depuis le début de cette guerre, l'adversaire le plus résolu du Kremlin, cette fois en la personne du nouveau Premier ministre, Rishi Sunak. Londres promet ce soir de mettre toutes ses forces pour soutenir les Ukrainiens jusqu'à la victoire. Premier regard sur ces images, Antoine Arjakovski, c'est très frappant de voir que lui, comme Boris Johnson avant lui, sont vraiment sur une ligne extrêmement nette. Très clair. Deux jeunes leaders qui sont parfaitement conscients du danger de Vladimir Poutine, de cette guerre. Et je suis frappé par leurs premiers échanges. Et ils parlent des choses de fond. C'est-à-dire que Zelensky a parlé de cet anniversaire terrible, de cette commémoration qui va avoir lieu demain, du Golodomor, cette grande famine de 1932-1933, qui a fait plus de 4 millions de morts, qui a été organisée par Staline pour détruire l'Ukraine. Et au moment où l'Ukraine est aujourd'hui sous les bombes, au moment où il y a plus de 10 millions de personnes qui sont sans électricité, Zelensky dit « l'histoire se répète, il faut qu'on ne recommence pas les erreurs du passé, à ne pas avoir la responsabilité terrible de la Russie contre l'Ukraine. » Et vous avez le regard de l'historien. Dans les années 30, déjà, Churchill est parmi les plus farouches anti-bolcheviques, avec une force extrême, pendant que beaucoup d'autres en Europe de l'Ouest sont beaucoup plus flottants. Lui, notamment les Français comme Herriot, sont tout à fait ramollis sur le sujet, qui vont même là-bas, qui ne voient pas la réalité. Et qui n'a rien vu. Herriot a traversé l'Ukraine dans ces années-là, 32-33, il n'a absolument rien vu. Il dit c'est un jardin en plein rendement, voilà. Ce qui est vraiment indécent et obscène quand on sait ce qui arrivait aux Ukrainiens à l'époque. 4 millions de morts, ça veut dire 20 000 morts par jour, chaque jour, pendant 6 mois. Donc c'est terrible. C'est la raison pour laquelle en Ukraine, mais aussi dans toutes les capitales du monde, demain, en particulier à Paris, il va y avoir des célébrations à l'Arc de Triomphe, ensuite à l'église gréco-catholique, non, à l'église Saint-Sulpice, il va y avoir des célébrations parce que ce massacre, là où c'est terrible, c'est que non seulement c'est un des plus grands crimes contre l'humanité qui a été commis par le régime nazi, mais en plus il y a eu un deuxième crime par le régime soviétique, mais il y a eu un deuxième crime, c'est qu'on l'a passé sous silence. C'est-à-dire que pendant 50 ans, on n'en a pas parlé. C'est Yushchenko, simplement, lorsqu'il était président, qui a fait en sorte que le Parlement ukrainien dise que c'était bien un génocide. 1932 et de 1932 à 2022, écoutez ce que maintenant, il n'est plus question de la lutte contre les soviétiques, contre Staline, mais en l'occurrence contre la Russie qui envahit l'Ukraine. Écoutez la déclaration de Rishi Sunak à Kiev. Je suis ici aujourd'hui pour dire que le Royaume-Uni continuera à vous soutenir. Nous serons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine obtienne la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite. Puis, nous serons à vos côtés pour reconstruire votre grand pays. Voilà, la très grande netteté. Évidemment, le moment est très important parce que c'est un moment où on entend à Washington parfois un certain flottement, le mot négociation qui est prononcé à Washington, à Paris depuis plus longtemps encore, alors que le Royaume-Uni n'est pas du tout sur cette ligne-là. Non, parce que chacun sait que ces dites négociations ne pourraient que fournir en réalité une pause pour les Russes, pour que les Russes puissent finalement reconstituer leur force. Les Ukrainiens sont beaucoup plus clairs, et c'est pour ça qu'à mon avis, le discours de Bali de Zelensky est important. Il l'a répété à Halifax, à la conférence sur la sécurité, pas plus tard qu'hier, pour dire, nous, bien entendu qu'on veut la paix. Simplement, pour qu'il y ait la paix, que les Russes montrent la réalité de leur volonté, qu'ils quittent le territoire, et là, ils déroulent les 10 points du plan. Et c'est la déclaration de Volodymyr Zelensky, réitérée, comme vous le dites, à Bali, mais encore plus récemment, ces dernières heures, on peut lire ses propos exacts. Depuis les premiers jours de la guerre, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont les alliés les plus puissants, mais aussi, dit-il, une trêve ne servirait qu'à la Russie en réalité. C'est très frappant de voir cet axe anglo-saxon. Alors, il y a Rishi Sunak, l'anglais, et puis il y a Justin Trudeau, le Canadien. Et vous parliez de Bali, scène incroyable où ils sont côte à côte, les deux anglo-saxons, et ils appellent ensemble Volodymyr Zelensky.
Ils ne sont pas tout à fait la même génération, ils ont 10 ans de distance, mais évidemment, c'est la jeune génération des dirigeants. Il y en a un qui est des années 70, je crois, l'autre, il est de 1980. Rishi Sunak, écoutez la manière dont ils mènent leur conversation avec Volodymyr Zelensky. Bonjour Volodymyr, c'est Richie et Justine. Je voulais vraiment que tu l'entendes de nous, en tant qu'amis. Nous savons à quel point c'était difficile pour toi hier. C'était horrible pour toi et ton pays. Nous en avons parlé dans une session que nous avons eue et également dans les médias ce matin. Et nous avons soulevé ce point haut et fort pour tous ceux qui étaient présents. Ce que ton pays a vécu hier était inacceptable et représente bien plus que la barbarie des Russes. Nous restons unis et le condamnons. Richie et moi tenaient à te contacter afin de te rassurer, de te montrer que nous te soutenons. Nous allons trouver une solution étape par étape ensemble. Merci beaucoup Volodymyr. Voilà, là on a l'axe anglo-saxon dans toute ça. Alors, il y en a un qui est un peu plus à droite que l'autre, sans doute que Rishi Sunak est nettement plus à droite. Voilà, Goldman Sachs et Parti conservateur. Mais ils sont là-dessus, sur une même ligne, très exactement. Oui, alors qu'au même moment, la France cherchait plutôt, au contraire, à peser sur la Chine, à peser sur les États-Unis, pour lancer justement un processus de négociation, alors qu'on sait bien que ça va contre les intérêts de l'Ukraine que de commencer des négociations, et je dirais contre les intérêts de l'Europe, contre les intérêts du monde civilisé. A-t-on réellement envie de se mettre à la même table de quelqu'un qui bombarde, qui envoie plus de 150 missiles? Ça, c'est de ça dont il parle, pour assurer sur un pays qui est complètement désarmé, alors que la Russie est censée être garante de la sécurité de l'Ukraine. Ceux qui parlent de se mettre à la même table que Vladimir Poutine d'une manière ou d'une autre font une faute morale, selon vous? C'est ce que dit Zelensky. C'est ce que dit également Kouleba, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter une paix immorale. Il faut une guerre qui soit juste, une victoire qui soit juste, un traité de paix qui soit durable. Et là, oui, l'éthique sera respectée. Au bout du compte, on a tendance à mettre de côté l'éthique, mais la diplomatie ne peut pas se passer d'éthique. Et c'est la déclaration de Volodymyr Zelensky. La Russie recherche désormais une courte trêve, un répit pour reprendre des forces. On pourrait y voir la fin de la guerre. Mais un tel répit ne fera qu'empirer la situation. Les Ukrainiens ont d'autant moins intérêt à négocier maintenant que la Russie semble avoir des difficultés de terrain, elle se vérifie encore. Écoutez cette séquence, cette fois il est question des tentes. L'hiver arrive et elles seront très importantes, les tentes dans lesquelles sont logés les militaires russes et évidemment ils s'en plaignent. Prochaine tente. Les gazinières ne fonctionnent pas. Il y a plein de déchets. Rien ne marche. Tous les lits sont pourris, ça pue la pisse. Il y a des trous partout. Et pour rappel, il fait moins 25 degrés dehors aujourd'hui. La tente est complètement givrée. Et toute la moisissure a gelé. La tente est complètement gelée. Antoine Arjakovski, vous avez été en poste à Moscou, vous connaissez si bien l'histoire russe. Comment est-ce que vous expliquez qu'en 2022, cette armée qu'on croyait si puissante ait des lacunes telles? Oui, elle a des lacunes terribles. On a surexagéré la Russie en pensant que c'était la deuxième armée la plus puissante du monde. On s'est rendu compte qu'elle était en échec à Kiev, à Kharkiv, aujourd'hui à Kherson. Et là, on voit qu'elle a tenté une mobilisation hâtive qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser de façon logistique. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer maintenant la puissance de l'armée russe, parce que ça serait aussi une erreur. Il y a aujourd'hui une volonté claire de la part du Kremlin de mobiliser à nouveau. Même si Poutine dit qu'il arrête la mobilisation, les réseaux bien informés, l'Institut d'études de la guerre en particulier, expliquent qu'ils veulent mobiliser 1 million d'hommes pour le printemps. Ils veulent aussi relancer l'appareil militaro-industriel pour produire des missiles, pour produire des lance-missiles. Et donc, il y a tout cet aspect-là. Avec l'intendance qui ne suit pas. Écoutez cet appel intercepté. Et là, il s'agit même de la nourriture du soldat qui ne suit pas dans l'armée russe. Putain, il y a vraiment une ambiance pourrie ici. Il y a un corps étalé par terre. Personne ne le met ailleurs. Quel cauchemar! Le commandant du bataillon s'en fout. Est-ce que tu es bien nourri? Non. Il ne nous donne pas de nourriture en boîte.
Ils nous donnent rien. On mange ce qu'on trouve. Certains mecs ne mangent pas pendant 2 jours, pendant qu'une autre unité est en train de manger. Certains ont des ulcères. L'un d'entre eux a même la tuberculose. Il a commencé à cracher du sang. Le mec de Peskov, celui avec qui je suis arrivé. Le commandant du bataillon a dit « C'est à 20 km en voiture pour aller au village. Et depuis le village, il y a de la marche à faire pour aller à l'hôpital. » Il a dit « Allez-y à pied. » D'autres témoignages dans le même sens où on voit à quel point il y a même la logistique de base qui est une différence telle entre une puissance nucléaire, mais quand on descend dans la hiérarchie, le soldat, le simple troufion, est méprisé. Ça ne suit pas. Et pareil pour les prisonniers de Prigojine, qu'il a libérés, qu'il a envoyés sur le front et qui se sont fait tuer comme de la chair à canon. 2 personnes sur un bataillon de 500 qui ont survécu. Ça veut dire il se moque de la dignité du soldat, de la dignité de toute personne humaine. C'est clair. Maintenant, moi, je ne vais pas plaindre l'armée russe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a 10 millions de personnes en Ukraine qui sont sans électricité, une grande partie sans chauffage. Et je peux vous dire que l'hiver, ils nous parlent de la neige, mais vous imaginez pour les populations civiles. Or, ce qui est terrible, c'est que Peskov, le porte-parole de Poutine, a dit, pas plus tard qu'hier, que c'était exprès pour mettre l'Ukraine à genoux, pour la mettre à la table des négociations, qu'ils s'en prennent à la population civile. Donc aujourd'hui, moi je dirais que c'est ça qu'il faut renverser. C'est pas tellement le problème de la logistique de l'armée russe, c'est pour moi secondaire par rapport à un crime terrible qui est de faire ce crime contre l'humanité, tout simplement. Et cependant, on voit la très grande résistance des Ukrainiens qui ne cèdent pas du tout à cette histoire de froid. On a vu à Odessa, par exemple, hier, ces scènes très émouvantes de concerts dans la pénombre. On entend beaucoup de ces témoignages où ils s'organisent pour faire du chauffage d'appoint, etc. Écoutons cette séquence. À Odessa, là, c'était évidemment extrêmement symbolique. Odessa, où là aussi il y a des coupures d'électricité et où un concert dans la pénombre a été tenu malgré tout. Voilà. Là, sur la résistance, évidemment, c'est très frappant. On a des exemples historiques aussi. On rappelait sur ces plateaux Londres sous le Blitz ou Leningrad soviétique qui avait résisté en musique. C'était la musique aussi qui était diffusée même à haut-parleurs alors que les Allemands étaient là. Oui. La résistance face à l'envahisseur, elle est toujours très forte. Maintenant, Odessa, c'est des températures un peu plus douces que du côté de Kharkiv. Franchement, là, tout à l'heure, les soldats russes, ils parlaient de moins 25. Donc, ce n'est pas le cas à Odessa. Ça veut dire qu'il faut faire attention à... Bien sûr que les Ukrainiens sont résilients et bien sûr qu'ils vont tenir. Et Zelensky l'a dit à plusieurs reprises, mais même si vous envoyez une arme nucléaire tactique, on va tenir. Il y a le vice-ministre de la Défense ukrainien qui l'a dit aujourd'hui, qu'il n'y croyait pas, qu'il pensait que l'Ukraine allait gagner la guerre au printemps et que même si les Russes envoyaient une arme nucléaire tactique, de toute façon, les Ukrainiens continueraient à combattre. Donc, bien sûr, ils sont résilients. Il n'y a rien de plus fort qu'un État-nation. Maintenant, ça reste inadmissible qu'un pays entier soit dans le noir, sans électricité, sans chauffage, et qu'en plus, ça soit assumé par la puissance russe pour dire c'est exprès, c'est pour vous faire plier. Donc c'est un Golodomor puissance 1000 en 2022 qui est répété 90 ans après le Golodomor. La guerre d'hiver, à qui profitera d'elle? Il y a un précédent historique, vous parliez des États-nations qui se défendent, c'est la Finlande. Absolument. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Il faut revoir certaines de ces images, certaines sont affreusement macabres, mais c'était le grand froid et les Finlandais avaient une grande inventivité. Alors ils mettaient les cadavres gelés des Russes plantés dans la neige pour effrayer, évidemment, pour créer l'effroi chez l'adversaire. Et la Finlande a résisté d'une manière qui était insoupçonnée d'abord. La Finlande a résisté, elle a gagné militairement contre Staline, et c'est là qu'on a commencé à comprendre que Staline n'était pas invincible. Par contre, elle a perdu politiquement. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, des régions entières de Finlande qui étaient débattues entre les deux pays, et notamment la Carélie, elle a été occupée par Staline. Il avait gagné. Il a gagné politiquement. Il était notre allié à l'époque. Voilà. Et donc c'est comme pour la démocratie. Ce qui compte, c'est pas ceux qui votent. Pour Staline, c'est ceux qui comptent les votes. C'est pareil, c'est pas ceux qui gagnent militairement, c'est ceux qui signent les traités. Eh bien, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut être à 200% du côté de l'Ukraine, non seulement sur un plan militaire, mais aussi sur un plan diplomatique. C'est le moment d'être, non pas dans une position de puissance d'équilibre,
comme on le répète souvent à l'Élysée ou ailleurs, mais dans une position de solidarité totale. Et moi, je reviens de Prague, où j'étais il y a quelques jours. C'est le discours des pays d'Europe centrale, des pays baltes, de dire aujourd'hui, on doit être l'Union européenne à 200% derrière l'Ukraine. Et figurez-vous que mercredi prochain, il va y avoir une résolution très importante qui va être votée par le Parlement européen, qui nous a été annoncée en avant-première à notre colloque, à savoir que le Parlement européen va voter pour que la Russie soit reconnue comme un État sponsor du terrorisme. Je pense que c'est une décision extrêmement importante qui va marquer la suite du conflit. Ça veut dire que dans ce cas-là, il ne faudrait plus jamais traiter avec la Russie comme État terroriste, dans cette logique-là. Il ne faut pas traiter avec un pays qui, effectivement, emploie des méthodes terroristes, un petit peu comme Daesh. Daesh employait des méthodes terroristes. Est-ce qu'on a demandé à un seul moment à des diplomates français de s'asseoir autour d'une table? Ça voudrait dire aussi qu'Emmanuel Macron cesserait d'appeler Vladimir Poutine, de la même manière qu'on n'appelle pas les représentants de Daesh, par exemple. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, dans le plan de paix que propose Zelensky, encore une fois, j'invite tout le monde à lire ce plan de paix qui est très important, et notamment nos diplomates français. À la fin, il dit, regardez, il y a une méthode qui a fonctionné sur la question alimentaire et l'exportation de céréales. C'est l'Ukraine avec les Nations Unies et la Turquie, et d'un autre côté, la Russie, les Nations Unies et la Turquie. Ça veut dire, c'est pas la Russie et l'Ukraine qui sont autour de la même table. C'est de part et d'autre qu'on négocie via les Nations Unies ou tout autre pays qui voudra être le médiateur sur toutes les questions écologiques, politiques, militaires. Un mot etc. sur le livre noir de Vladimir Poutine. Il y a un article, le vôtre, qui est tout à fait remarquable et intéressant sur le poids de la religion Kirill. De la même manière que les prêtres catholiques pouvaient bénir des canons, mais il y a 150 ans, ici en Europe de l'Ouest, là on a en Russie un pouvoir qui est très proche du KGB, historiquement le pouvoir religieux. Et vous dites d'ailleurs, historiquement, c'est la vieille tradition rendée à César, très corrompue. Il y a la fameuse affaire des montres de Kirill, il adore les montres de luxe. On a même dû photoshopper certaines images. Voilà, c'est ça. Mais c'est un poids. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un levier. à César ce qui appartient à César. Oui. C'est au contraire, c'est la synthèse, la symbiose absolue. Et c'est ce que j'appelle dans mon article, justement, une sorte de syndrome de Stockholm religieux. C'est-à-dire que la victime, l'Église orthodoxe, qui a été persécutée, mais comme jamais dans l'histoire du christianisme en général. C'est-à-dire que 98% des évêques ont été exécutés ou envoyés au goulag, des dizaines de milliers de prêtres, des dizaines de milliers d'églises qui ont été détruites à l'époque de Lénine. Staline a réhabilité cette église en 1943 et cette église, finalement, a cherché la protection de celui qui la persécutait. Et donc ce syndrome de Stockholm, c'est le cas du patriarche Kirill, mais c'est le cas de toute une génération de prêtres et d'évêques qui aujourd'hui sont pieds et poings liés et qui malheureusement disent qu'il faut aller combattre en Ukraine et qu'ainsi tous les péchés des soldats seront lavés. Ça, c'est une forme de djihadisme orthodoxe, de fondamentalisme qui est absolument intolérable, qui n'est pas orthodoxe, qui n'est pas canonique. Est-ce que vous en voulez? Vous êtes d'une famille originaire d'Ukraine et de Russie, c'est bien ça? Ukraine, Russie et Biélorusse. À la longue myopie en Occident, dans des milieux évidemment communistes, mais pas seulement, dans des milieux de droite aussi. Il fut l'époque où on rappelait Staline, qui était appelé Oncle Joe aux États-Unis, quand on considérait que c'était notre allié. Cette longue indulgence qu'il y a eu chez les dictateurs successifs de l'Union soviétique. Il y a une faute morale qui est poursuivie, selon vous? Oui, il y a une faute morale parce que le livre noir de Stéphane Courtois, moi j'étais avec Stéphane Courtois cette semaine à Prague et j'ai vu combien il était apprécié par les intellectuels et les hommes politiques d'Europe centrale. C'est quand même un livre qui expliquait en 1999 que le communisme au XXe siècle, c'est 100 millions de morts. Il y a des boulevards encore en France, il y a un boulevard Lénine. Absolument. Il faut débaptiser le boulevard Lénine. Alors, moi, je ne suis pas pour la cancel culture. Je suis pour une réinterprétation juste de l'histoire. Mais il faut un procès... Que de morts sur les mains de Lénine. Et là, on a un des grands criminels de l'humanité qui a son boulevard. C'est comme ça. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment un jugement des crimes du communisme. Un jugement qui sera symbolique, parce qu'on ne peut pas juger Maurice Thorez, qui est décédé, paix à son âme. Mais néanmoins, il faut comprendre que le Parti communiste français a été quand même très dépendant du Parti communiste de l'Union soviétique via l'international et que toute une série d'hommes politiques français sont allés en Russie, par exemple, décorés de la Grande Croix de la Légion d'honneur, Vladimir Poutine. Et ça, aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible. Vladimir Poutine, qui est un homo soviéticus plus. Il faut retirer la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Je crois, bien sûr.
Merci beaucoup. Votre livre, évidemment, livre collectif tout à fait intéressant, Livre noir de Vladimir Poutine chez Robert Laffont. Et on revient dans quelques instants à l'actualité très directe et très immédiate à Kiev avec l'arrivée surprise du Premier ministre britannique, mais aussi le bras de fer à l'échelle mondiale. Il se passe notamment en Corée. À tout de suite.